Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Veto Quignal a publié son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2022. Donc, je parle bien du chiffre d'affaires, ce n'est pas le rapport annuel ici, ce que j'ai pu constater. Donc, on va essayer de voir ici qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là et à quoi s'attend pour les mois à venir. Donc, on a également un article ici qui vient du journal Investir, qui parle de Vito Quignol, parce que Vito Quignol et Virbac ont publié leurs résultats. On va parler de Virbac également aujourd'hui. Donc, les deux n'ont pas à peu près eu les mêmes résultats. Ok, donc on dit ici Vito Quignol, Virbac rit, Vito Quignol pleure. Donc, on va regarder au niveau de Vito Quignol, qu'est-ce qu'il mentionne. Déjà, on va sur le communiqué de presse en question. Je rappelle que le communiqué de presse en question est peut-être suivi ici d'une conférence, d'accord? Donc, c'est toujours intéressant de suivre les questions-réponses ici. Donc, je n'ai pas vérifié si la conférence est en live ou quoi que ce soit. Donc, pour ceux qui sont intéressés par Vito Quignol, je pense qu'il y a également une conférence parce qu'il y a certaines informations qui sont mentionnées ici que je n'arrive pas à retrouver sur ce document-ci. Donc, le PDG dit ceci, le directeur général dit l'effet Covid 2019 a entraîné une croissance exceptionnelle des marchés de la santé animale en 2020 et 2021. Cette tendance à long terme demeure malgré un marché moins bien orienté en 2022. Notre stratégie centrée sur des segments ciblés du marché nous permettra de poursuivre une croissance rentable tirée par nos produits essentiels. Déjà, il faut savoir c'est quoi les produits essentiels. Donc, dans cette partie de produits essentiels, parce qu'il faut voir que Vito Quignol est plus santé animaux domestiques et un tout petit peu santé animaux d'élevage ici. Donc, la santé pour les animaux d'élevage, c'est cette partie-là qui est en décroissance ici. Donc, il faut aller regarder pourquoi. Et la santé pour les animaux de compagnie ici, voilà, c'est tout à fait correct. Donc, quand on regarde à peu près la croissance, en sachant que 2021 a été une année exceptionnelle. Quand on prend en comparaison aussi la croissance en appliquant le taux de change, la variation du taux de change, on a un plus 3,6. Mais si on ne prend pas en considération le taux de change, donc un taux de change constant, si on garde le même taux de change qu'on avait à peu près en 2021 et qu'on l'applique à 2022, on a plutôt une décroissance 0,8, tout en mentionnant que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles. OK? En termes de chiffre d'affaires, bien sûr. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien le chiffre d'affaires, mais également les marges nous intéressent. Sur cet article-ci, la partie qui concerne Vito Quignol, on dit ceci. Douche froide, au contraire pour Vito Quignol qui a de son côté dévoilé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. La bonne dynamique du segment compagnie ne parvenant pas à compenser le repli des volumes observés dans l'élevage. Moins 10% encore, avec des baisses de volume marquées en Europe à deux chiffres. Un effet de base au Canada, appel d'offres l'année précédente non renouvelé en 2022, et une contre-performance du marché brésilien à deux chiffres également, très exposé aux animaux d'élevage, souligne le même cabinet d'analyse. Donc, sur l'année, le groupe annonce une hausse symbolique de 3,6% de son chiffre d'affaires à 540 millions d'euros, mais un repli de 0,8% en données comparables. Donc, dont une forte baisse de 2,4% au quatrième trimestre et après un recul de 4,5% au cours des 3 mois précédents. Donc, ça fait à peu près 2 trimestres que nous sommes en recul ici. Maintenant, le recul provient de quel segment exactement? C'est ce qui devrait nous intéresser. Mais je pense que c'est plutôt du segment de l'élevage. Mais maintenant, qu'est-ce qui a drivé ici la croissance au niveau du segment de l'élevage et qu'est-ce qui entraîne également ce recul-là? C'est ça qui m'intéresse. Donc, les perspectives ne sont pas de nature à susciter l'enthousiasme. En 2023, ici, on parle uniquement de 2023. Donc, quand vous investissez, c'est pour après 2023, d'accord? Donc, si on parle de long terme, donc au moins 3 à 5 ans par là. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est si l'entreprise est sur des segments ici de croissance, OK? Donc, pour pouvoir le comprendre, il faut déjà regarder qu'est-ce qui pousse la demande, qu'est-ce qui entraîne la demande ici au niveau du segment animaux de compagnie et qu'est-ce qui entraîne la demande ici de manière positive, bien sûr, sur le segment élevage. Donc, la direction de laboratoire vétérinaire considère en effet que les volumes pourraient conserver cette tendance sur l'ensemble du premier semestre. Paul Zampark dégrade son opinion de acheter à renforcer, donc ils sont pessimistes. D'accord, avec un nouvel objectif de cours à 108,80 euros contre 115,30 auparavant. TPI Cap Midcap est lui à conserver pour ne viser que 96,50. Il est à l'achat de Virbac avec un objectif de 283 euros. Donc, je vous ai toujours dit que les objectifs, ça ne veut rien dire pour moi parce que je peux calculer la valeur d'une entreprise moi-même. Maintenant, ça veut juste dire que l'analyse est optimiste ou pessimiste. Et s'il est optimiste par rapport à quoi? S'il est pessimiste par rapport à quoi? À moi de juger maintenant si c'est temporaire ou durable. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc,
Au niveau des résultats ici, on parle juste du chiffre d'affaires. Je pense qu'ici, il mentionne que les résultats annuels 2022, le prochain publication des résultats annuels 2022, le 23 mars 2023, avant ouverture de la bourse. Donc, on attend le 23 mars 2023, on aura à peu près toute l'information concernant les marges, également concernant la dette, etc. Donc, tout ce qui est mentionné ici, voilà, c'est à peu près le condensé de dans l'article que je vous ai lu précédemment. C'est à peu près la même chose que vous allez retrouver à ce niveau. Donc, à quoi s'en tenir? Est-ce que ça va avoir une influence sur la valorisation de la compagnie? Si vous vous souvenez bien, la dernière vidéo qu'on a fait sur Veto Quignol, qui datait du mois de août ici, donc celle-ci, je pense même que c'était la seule sur cette compagnie-ci, on l'avait valorisé aux alentours de 91 euros l'action. L'entreprise de côté aux alentours de 116, comme affiché ici, 116. Je vous avais dit que la partie de cette période, ce n'est pas comme si l'entreprise était surévaluée. C'est vrai qu'il y a une différence de 20%, mais également, on ne prend pas en considération la croissance et on ne prend pas également un maintien des marges à un certain niveau. Moi, j'avais pris des marges de 9% et encore les marges de 9% sur les 5 dernières années, parce que si vous regardez bien, on s'était également questionné sur le fait que les marges soient élevées à peu près à cette période-ci. D'accord? En 2021, pourquoi est-ce qu'on avait des marges élevées? C'est ce qui nous intéresse réellement, d'accord? Donc, si on prend en considération ici les marges, disons, sur une année, quand nous, on a analysé la compagnie, je pense qu'on était plutôt à ce niveau-ci, d'accord? Donc, on avait uniquement cette information jusqu'à ce niveau. Donc, ici, je savais déjà que ça, c'était la période de la pandémie ici. Mais quand c'était la période de la pandémie, c'est vrai, mais il faut également regarder ici au niveau des... Quand on compare les free cash flow, d'accord? Je prends les free cash flow, je les mets ici. Je prends également les net income. Les net income seront négatifs de toutes les façons. Vous voyez ici qu'on a 5%, mais les free cash flow sont élevés. Donc, ce qui veut dire qu'en net income, on perd peut-être de l'argent, mais en free cash flow, on ne fait pas qu'on perd, on gagne moins d'argent, mais en free cash flow, on gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est la question qu'il faut, c'est la différence ici. Donc, ici, ils n'ont pas eu 5%, ils ont eu plus que 5% si on prend en considération les free cash flow. Bref, ce qui m'intéresse après tout, c'est surtout le maintien des marges. Je vois ici que les marges ont commencé à changer en 2017. Donc, on a 2017, 2018, la pandémie étant arrivée là en 2019, on a eu des marges moins élevées. OK. 2020, on a eu des marges bien plus élevées que ce qui est mentionné ici. Donc, on peut encore également le voir ici quand je mets les free cash flow, je vais les mettre ici annuellement. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, vous voyez ici que 2017, 2018, on est là. 2019, on a des marges qui se maintiennent parce qu'on a des revenus bien plus élevés qu'ici. D'accord. Et à partir de 2020, on a bien plus que ce qui est mentionné à ce niveau-ci. Donc, quand vous comparez les free cash flow et les net income, et encore, il faut encore aller les creuser. Parce que j'ai dit qu'à partir de 2018 également, il y a eu un changement au niveau des free cash flow. Donc, ça peut être peut-être bien moins que ça. Faites attention. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est voir qu'on a à peu près un maintien des marges. On a à peu près une possibilité de maintien des marges ici. Et le maintien des marges ici, pour moi, c'est de savoir, OK, là, on est à peu près 9%. Sur les 5 dernières années, d'accord, on est à peu près à 8,54% sur les 5 dernières années. Quand je prends à peu près les 10 dernières années, on est à peu près à 8%. Donc, si je prends les 5 dernières années et que je les mets ici sur les 12 derniers mois, d'accord, vous voyez qu'on arrive à 8,95. On a même un changement. On arrive plutôt vers la barre des 9%. Donc, avant la pandémie, nous, on avait déjà des marges de 9%. OK? La pandémie étant arrivée, on a eu, voilà, il y a cette variation-ci, mais qui peut être expliquée. Mais maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va retenir sur des marges de 9%, on va aller plus bas que ça, point d'interrogation. Donc, moi, j'avais pris des marges de 9% et je pense qu'aujourd'hui, je resterai sur les marges de 9%. Parce que si on compare l'entreprise à Virbac et son concurrent également Zoetis, qui ne sont pas des concurrents parfaits parce qu'ils ne font pas exactement la même chose, mais bon, ils sont sur le plutôt, on va se dire, ils sont sur le segment ici santé animale, d'accord? Donc, on va se dire ici que si on compare ça de ce côté-là, on pourrait se dire que ces entreprises-là sont plutôt aux alentours des 9% par là. Donc, pour Veto Quignol, le 9% est possible, est plus que probable, ok? Donc, je resterai sur ce niveau-là. Les revenus, on les avait pris à 570 millions en se basant sur l'estimation des analystes à la fin de l'année 2022, d'accord? Mais quand on regarde les revenus ici, on constate également que les analystes en eux-mêmes, ils ont eu, comme d'habitude, en trimestriellement, ils changent d'avis. Donc, vous voyez ici que quand on prend sur un an, la dernière fois qu'on l'a analysé, c'était au mois de août, quelque part par là. Donc, on avait à peu près cette information à 570. Donc, si on l'avait analysé ici au mois de septembre, on aurait eu moins élevé que ça. Mais en date d'aujourd'hui, vous voyez que ça descend, ça monte. Donc, ça veut dire qu'on est moins optimiste qu'ici. C'est juste ça. Donc, ici, c'est une compagnie qui a également une croissance en moyenne de 5%. En date d'aujourd'hui, je prendrais 666 millions en termes de revenus. D'accord? Si je prends en termes de revenus 666 millions, estimation fin d'année 2023. OK, ça représente toujours 5% à peu près par rapport aux revenus de 2022 qui sont à peu près à 540. Croissance, je mets 0 alors qu'on a une croissance bien plus élevée que ça. D'accord? En termes de free cash flow, je resterai sur mon 9%. En termes de nombre d'actions, je pense qu'on avait à peu près 12 millions d'actions, 11,462, quelque chose comme ça. Donc, je vais regarder ça ici. Est-ce qu'elle rachète ces actions?
On a 11,83, donc je vais mettre 12 millions pour faire simple ici. Donc ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. Et si pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, on a le lien vers la newsletter qui est dans la description de la vidéo. Donc ici, on a à peu près 12, parfait. Donc je vais mettre 12, je ne me casse pas la tête, je vais utiliser les chiffres ronds en fait. Vous pouvez mettre 11,83, que ça ne va rien, ça va pas changer grand chose. En termes de PER, je vais prendre 20 fois les bénéfices directement, d'accord? On avait déjà vérifié ça la dernière fois. 20 fois les bénéfices. Dette nette ici, ce n'est pas une entreprise qui avait une dette nette assez élevée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais même travailler sans prendre en considération la dette nette parce que réellement, ça va changer de $2 dans l'évaluation. Ce n'est pas grand-chose pour moi. Donc, celui qui veut mettre la dette nette, le cash net, tant mieux. Donc, ici, on a tous les éléments nécessaires. Maintenant, qu'est-ce que je fais? 566 multiplié par combien? Par 9%. 9% ici, ça nous donne 51 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, nous avons à peu près 1 milliard 18, 1 milliard 19. Divisé par 12 millions, d'accord, qui est le nombre d'actions. Si vous voulez, on peut mettre 11 millions 83 pour ceux qui veulent. Divisé par 11,83. Est-ce que c'est même ça? Oui, 11,83 pour ceux qui aiment la précision. Où est-ce que tu te situes? Voilà, 11,83. D'accord, on obtient 86 $. Donc, en date d'aujourd'hui, cette entreprise, en termes d'évaluation, sera aux alentours de 86 $. OK? Donc, qu'est-ce qui a changé? La dernière fois, on était à 91, mais si on revient de 570, on reste à peu près sur les mêmes marges. Et la dernière fois, je pense qu'on avait pris le cash net, la dette net. Donc, on pourrait même être aux alentours de 88, que ça ne changerait pas grand-chose parce que le cash net est aux alentours de 24 millions par là. D'accord? Donc, je pense qu'en date d'aujourd'hui, ça sera plutôt l'évaluation de la compagnie. En date d'aujourd'hui, je vais me mettre à 86 millions. En attendant les rapports du mois de mars ici, parce qu'on va également vérifier au niveau de la dette ici, si c'est exactement l'information qu'on a. Donc, pour Virbac, le 86 € ici ne prend pas en considération, je dis dollars, euros, vous comprenez. Donc 86 € ici ne prend pas en considération une éventuelle croissance, d'accord? Comme je le mentionnais tantôt la dernière fois, 116 c'était juste correct, d'accord? Si on prenait en considération la croissance comme on l'a fait, on arrive à 122, donc on se dit que le 116 c'est correct. Idéalement, c'était une entreprise qu'on aurait bien voulu acheter aux alentours des 74 $ à l'action. D'accord? Donc, c'est toujours important d'avoir une marge de sécurité. Vous voyez que même la dernière fois, même si on aimait l'entreprise, le prix affiché était juste correct et on n'est pas là pour acheter des prix corrects. D'accord? Pour ça, c'est pour ceux qui ont déjà investi. D'accord? Ou bien pour ceux qui sont là pour faire des DVA ou bien des DCA. Faites d'un DCA sur un prix qui n'est pas élevé. C'est le plus important. Je n'aime pas utiliser le terme DCA. J'ai toujours dit que moi, j'appelle ça le dollar value average. Donc, acheter uniquement les entreprises parce qu'elles sont sous-évaluées. D'accord? Donc, 86 € ici aujourd'hui. Je pense que l'entreprise cote à combien? Après la baisse actuelle, on est aux alentours de, pour Veto Quignol, nous sommes aux alentours de combien? Je pense que c'était 88. 88. Bon, donc, on se dira que voilà, on reste sur la même tendance. On a un meilleur prix que la dernière fois, on est correctement évalué. D'accord? On est juste correctement évalué et ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance également ici. Donc, c'est encore meilleur que le prix qu'on avait la dernière fois. Mais si vous me posez maintenant la question, ouais, mais j'ai payé 116 $, donc c'est-à-dire 30% de moins. Non, tu n'as pas surpayé. Ton prix, voilà. C'est pas si différent que ça. La dernière fois, il y avait déjà 20% d'écart. D'accord? 20% d'écart, ça peut s'expliquer si on a une croissance bien plus élevée que ça. Et comme je l'ai mentionné tantôt ici, on a une croissance par acquisition et de manière organique. OK? Donc, on peut avoir bien plus que ça. C'est pas un chiffre mathématique, juste qu'il faut trouver. Donc, tu te mets entre 91 et 116. Bien, on était à 91 et 122. 122 incluait la croissance de 5%. 91 ici n'incluait aucune croissance avec des revenus de 570 millions. OK? C'est à ce niveau-là qu'on est situé. De l'un ou l'autre ici, la marge de sécurité n'est pas énorme de toutes les façons pour moi. Vous savez que moi, ma marge de sécurité, idéalement, j'aime prendre 50%, mais sinon minimum 40%. Donc si on prend ici, la dernière fois, si on prenait ici 60%, 40% ici de 122, donc ça revenait multiplié par 0,6 ici, ça nous revenait aux alentours de 74. Okay? 40% de 91, comme la dernière fois, 40% de 91 ici, ça revient à multiplier par 0,6, ça nous donnait à peu près ici 55. Donc c'est une compagnie qu'on n'achetait pas à 96 ou à 91 ou à 116, tout simplement parce que la marge de sécurité n'est pas énorme. Je peux également me tromper par rapport à ça si la croissance est bien plus élevée que ça dans le futur, mais comme je le dis, je ne suis pas pressé, d'accord? Je recherche des meilleures opportunités. Si j'ai une meilleure opportunité qui me propose 50% de décote, tant mieux. Pour quelqu'un qui aura acheté du Veto Quignol, il n'a pas surpayé non plus, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous avez du moins de 30%. Mais encore, je rappelle toujours ceci. Faites attention aux chiffres. On peut leur faire raconter tout et n'importe quoi. D'accord? Parce que si j'avais pris des marges de 10%, on aurait eu une autre histoire ici. Si j'avais pris des marges de 12%, on aurait eu une autre histoire ici. C'est pour ça que je dis toujours, questionnez les marges. Et si vous regardez la dernière vidéo, juste en regardant les marges ici, j'ai pu comprendre, j'ai pu voir directement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Parce qu'on a des niveaux assez élevés ici. D'accord? Donc, pourquoi on a des niveaux assez élevés? Donc, il faut que je l'explique afin de pouvoir avoir une forte conviction à long terme. Tant que ce n'est pas expliqué, il faut rester au niveau de la moyenne.
OK? Donc, je pense qu'en date d'aujourd'hui, Veto Quignol est correctement évalué. D'accord? Celui qui a payé 116 aujourd'hui, il n'y a rien de bien différent. Je pense qu'on reste sur la même tendance ici. Il n'y a pas de panique à avoir par rapport à quoi que ce soit. Maintenant, il faut regarder pourquoi est-ce qu'au niveau de l'élevage, on a cette réduction-là, à quoi s'attendre sur les mois à venir. Encore une fois, on n'investit pas en se basant uniquement sur des éléments quantitatifs. Je rappelle toujours que l'analyse quantitative n'est pas une analyse fondamentale. C'est une partie de l'analyse fondamentale. C'est 50% du travail. L'analyse fondamentale, maintenant, qualitative, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, ce qu'on fait ici, et le qualitatif fait parler les chiffres. Pourquoi est-ce qu'on a 10? Pourquoi est-ce qu'on a 12? À quoi s'attendre? Pourquoi est-ce qu'on pense avoir le 70? Quelle est la taille du marché, etc. Les deux sont indissociables. Très important. OK? Donc, je tiens toujours à le rappeler. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Moi, je pense que voilà, cette compagnie-ci, pour ceux qui aiment le dividende, elle peut toujours continuer à augmenter son dividende ici. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense que par rapport au prix actuel, on a un potentiel de 5% de rendement potentiel. Donc, au prix actuel, je dirais qu'elle a la possibilité de pouvoir augmenter son dividende de toutes les façons. Donc, je ne vais même pas aller vérifier ça. Pour ceux qui sont investis sur Veto Quignol, qui ont un prix aux alentours de 116, etc., voilà, c'est correct. Il n'y a pas de panique à avoir. Pour ceux qui ont un prix bien plus élevé que ça, je ne sais même pas si Veto Quignol est allé à un niveau plus élevé. On va essayer de le voir ici sur les 5 dernières années. Voilà. 5 dernières années sur Veto Quignol. Où est l'information? Il ne veut pas nous donner l'information. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc, voilà, on a l'information. On était allé jusqu'à 140. Non, pas du tout intéressant, 140 $. 116 $, ça va, c'est correct. 181 $, c'est parfait. Aujourd'hui, on est à 88. Donc, idéalement, comme je l'ai dit, aux alentours de 74, on commence à réfléchir. D'accord? Idéalement, aux alentours de 74. Mais celui qui voudrait acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui ne surpaye pas non plus. OK? Vous n'achetez pas cette entreprise à 150, le prix est totalement différent et les éléments inclus ici sont plus raisonnables que ça. OK? Je pense ici qu'on est toujours, on va se dire, comme disent souvent les analystes, on va se dire conserver. On va le mentionner comme ça. Ce n'est ni une surévaluation, ni une sous-évaluation. OK? Donc, si Virbac continue sa descente aux enfers aux alentours de 55, d'accord, aux alentours de 55, on pourrait peut-être prendre une position. 74 n'est pas mal non plus, mais bon, il n'y a pas une grosse différence par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, on reste une compagnie qu'on garde en observation, même si le journal investi mentionne écart. Le journal investi mentionne écart sur les 12 prochains mois, d'accord? C'est sur les 12 prochains mois ici, c'est uniquement. Et pour ceux qui sont investis sur le long terme, vous devez aller plus loin que ce qui est mentionné sur les 12 prochains mois. Même les analyses que je fais ici sont, voilà, je ne vous dis pas que ça va se réaliser sur 12 mois, mais je réfléchis toujours sur 5 ans. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas d'acheter la compagnie. Je sais qu'à la fin de la journée, si je l'achète à 55, la valeur est aux alentours de 81, 81, 85, si je ne me trompe pas par là. Donc, on pourrait rester à peu près sur quelque chose d'assez raisonnable. Donc, je mettrai ici X20, OK, aux alentours de 86, d'accord, avec l'ajustement. Et on attend le mois de mars ici pour voir ce qu'il y a lieu de faire. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, comme je l'ai toujours mentionné, portez-vous bien et voilà, n'hésitez pas à lire les rapports financiers. Ne vous cantonnez pas uniquement aux chiffres, aux états financiers. On va sur les rapports financiers, on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Il ne faut pas laisser des variations pareilles sans justification, d'accord? Donc, c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on a ces variations-ci, d'accord? Sinon, à long terme, vous risquerez d'avoir des surprises. Donc, aujourd'hui, le marché, voilà, il décode peut-être l'entreprise en date d'aujourd'hui, mais il n'y a rien d'exceptionnel ici. Je ne pense pas que ce soit une faillite ni quoi que ce soit. Ça pourrait continuer à bien baisser, que ce serait encore plus intéressant que ça. D'accord? Donc, surtout, allez comprendre pourquoi est-ce que le segment élevage ne fonctionne pas bien. Je pense qu'on aura peut-être d'autres informations au mois de mars ici. S'il y a un conference call, allez l'écouter parce que moi, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse en termes d'investissement, malheureusement, parce que je ne suis pas en Amérique, je ne suis pas en Europe. Sauf vous pouvez me comprendre. Donc, je dois être le plus efficace possible, uniquement me concentrer sur les entreprises qui, moi, m'intéressent personnellement pour mon portefeuille. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.